Donc, j'invite sur scène, je vous attends, oui, merci. Donc, je vais inviter, ils vont venir nous rejoindre. Donc, David Corbeil, président directeur général RVE, ainsi que Pascal Friedman, directeur électrification des transports pour Lumens. Donc, ils vont nous faire leur présentation. Je vais vous demander d'attendre avant de les applaudir quand ils vont monter sur scène. Et oui, ils s'en viennent, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous ce matin et merci de nous accueillir pour partager notre vision de ce qu'est la recharge évolutive dans tous les contextes du multilogement. Alors très heureux d'être avec toi David. Bon matin Pascal. Bon matin, bon matin. Je te propose peut-être pour commencer cette discussion tout à fait intime, eh bien de nous présenter et de parler un petit peu de qui on est. Alors je vais commencer. Lumen, aujourd'hui, je suis donc directeur du département d'électrification des transports. Ça existe depuis 1962, c'est le plus gros distributeur de matériel électrique. Plus de 1000 employés, on fait partie également du groupe Sonepar avec plus de 40 000 employés à travers le monde. Alors vous me direz, mais que fait l'électrification des transports dans cet écosystème? Eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre ce groupe pour créer un département d'électrification et pour fournir des solutions clés en main de l'infrastructure électrique à l'infrastructure de recharge. Alors un distributeur, qu'est-ce que ça fait? Ça achète des boîtes, ça les revend, on y met une valeur ajoutée, on conseille, on fait des recommandations et on a des partenaires de confiance comme David, de manière à fournir des solutions clés en main. On revend ces solutions auprès des contracteurs, donc des clients CMEQ, qui vont eux-mêmes installer ces solutions au sein de gestionnaires immobiliers, de bâtisses commerciales, institutionnelles et publiques. Alors de ton côté, David? Chez RVE, je suis certain qu'il y a plusieurs visages familiers dans la salle aujourd'hui. Mais depuis 10 ans, essentiellement, on aide les gens à se recharger à domicile. Donc, on développe des solutions, mais aussi de l'accompagnement pour rendre plus accessible la recharge à domicile. Donc, depuis 2017, on collabore grandement avec Lumen, qui est notre plus gros partenaire au Québec. Et oui. Et à l'échelle nord-américaine, on a maintenant plus de 40 000 systèmes déployés en Amérique du Nord. On a un siège social situé à Laval, une chaîne manufacturière au Québec, qui nous permet de déployer les technologies partout en Amérique du Nord, et avec une vision qui n'a pas changé en 10 ans, qui reste de faciliter l'accès à la recharge à domicile pour tous les électromobilistes. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a plus de 10 ans, on était déjà en train de jaser ensemble de solutions de recharge, à rêver de quelque chose d'évolutif et qui permette de répondre aux changements du marché. Alors pourquoi c'est si important de booster cette recharge dans un contexte de multilogement? C'est vrai, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, Pascal. Oui. Et j'ai l'impression que l'histoire se répète encore un peu. Hier, j'écoutais le panel de notre collègue de Jeff Turner sur la maintenance de la recharge publique et des différents défis. Des sujets qu'on discutait il y a 10 ans aussi, j'ai l'impression. Et si on met une loupe sur le contexte actuel du multilogement au Québec, premièrement, on a un parc immobilier d'habitation de 1,5 million d'habitations qui sont déjà construites, qui ne sont pas adaptées à l'électrification des transports. En plus de ça, à chaque année, on construit autour de 45 000 nouvelles unités d'habitation. Donc, l'hémorragie se continue. Notre problème s'amplifie à chaque année en ce qui a trait à l'accessibilité de la recharge. Troisièmement, pour les immeubles existants, un gros défi au niveau législatif, c'est que le 3/4 des copropriétaires doivent être en faveur d'un projet d'infrastructure pour que le projet puisse aller de l'avant, ce qui est un frein massif à l'électrification des transports et qui définitivement ralentit la courbe d'adoption. Un peu
peut-être comme on l'a vécu il y a une centaine d'années avec l'arrivée de la voiture à essence. Et oui, exactement. Alors moi, je me plais à faire un parallèle avec cette image qui en dit long. On a connu notre véhicule à essence depuis des dizaines et des dizaines d'années. Eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une infrastructure qui permet de répondre aux besoins de nos conducteurs. Eh bien, c'est exactement la même chose. Si on veut que l'électrification des transports réussisse au Québec, on a besoin d'une infrastructure aussi bien privée que public, c'est très important. Alors à partir de là, c'est quoi l'impact de la recharge à domicile? Parce que c'est bien évident, la première recharge est à la maison, David. Absolument. Et je pense que dans le panel précédent, ça a été très, très bien synthétisé. C'est là qu'on a le plus d'énergie disponible. C'est vraiment à domicile. C'est aussi le choix privilégié des électromobilistes canadiens présentement, alors que plus de 80% de la recharge se fait à domicile. Et si on regarde à l'échelle québécoise, on a un objectif ambitieux du plan pour une économie verte, d'atteindre 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030. C'est quand même 8 fois plus qu'il y a de véhicules en ce moment. Donc, si on regarde de 2011 à 2025, à peu près 300 000 véhicules. Oui. Là, il en manque 1,7 million en 5 ou 6 ans. Donc, c'est un mandat assez ambitieux que le gouvernement nous a légué lors de l'annonce du plan pour une économie verte. À l'échelle des multilogements, une cible qu'ils ont fixée, c'est 600 000 espaces de stationnement. C'est un indicateur très, très mesurable. Donc, à chaque année, le ministère de l'Environnement va être capable de suivre la croissance du parc immobilier qui est électrifié. Et pourquoi mettre autant d'emphase sur le multilogement? Bien, c'est parce que le gouvernement est bien conscient que dans les transports, le 2/3 des émissions de gaz à effet de serre proviennent des véhicules légers, ce qui est vraiment, vraiment significatif. Oui, c'est sûr que moi, quand je regarde ce chiffre, c'est un wow, ça impressionne évidemment. Ça m'amène à parler tout de suite de ce que veut dire la recharge évolutive selon nous. Au début, vous saviez, moi, quand j'ai commencé dans ce domaine, j'étais du côté manufacturier et puis je contribuais au développement de l'électrification en disant « elle est belle ma borne ». Évidemment, mon discours a beaucoup évolué, puis depuis, je parle de l'infrastructure électrique pour supporter cette croissance. Et c'est grâce à une solution comme celle de RVE qu'on peut effectivement adopter les bonnes pratiques et supporter des projets qui sont importants, consistants, dont nous avons besoin, et quelle que soit la borne de recharge au bout. Le plus important, c'est pas la borne, c'est le mur. C'est ce qui se passe là-dedans et c'est ce qui permet de protéger effectivement l'évolution de ce qu'on a besoin. Alors, par rapport à ça, parlons un petit peu maintenant des normes. Qu'en dis-tu? Si on se recentre sur le besoin d'un point de vue de recharge, d'expérience, comment on peut permettre à tous les copropriétaires ou résidents d'avoir une recharge pleine tous les matins et que ça ne coûte pas trop cher pour la société. Il y a un concept qui est introduit dans le code électrique, qui est le système de gestion des véhicules électriques. Si je le simplifie, c'est un système qui fait à la fois de la surveillance, de l'analyse et du contrôle. Ces 3 fonctions-là vont permettre à grande échelle un déploiement qui est uniforme de notre recharge sur le territoire et à un coût qui est raisonnable aussi pour le consommateur afin d'optimiser le coût de l'énergie et le coût pour la société d'État qui est Hydro-Québec afin de recharger 2 millions de véhicules électriques à l'horizon de 2030. Oui, puis de toute façon, sans gestion énergétique, finalement, on ne fera rien. C'est ça la réalité. Ça serait très, très difficile. Exactement. Alors, explique-nous ce que c'est qu'un système de gestion pour véhicules électriques. Donc, dans un contexte multilogement, on retrouve vraiment 2 types de sources d'alimentation. Donc, dans un premier temps, pour les plus petits immeubles, les plex, les immeubles de moyenne taille, on va avoir un raccordement qui est directement au compteur, donc qui permet une expérience de recharge très similaire à si vous étiez dans un unifamilial, par exemple, étant donné que la source d'alimentation provient directement du compteur sur le tarif D de chaque unité. Dans les plus grands immeubles ou les immeubles locatifs, on va avoir une source d'alimentation qui peut être au niveau des infrastructures partagées. Dans ce cas-ci, il y a des considérations à prendre au niveau de la tarification, de la facturation et bien sûr de la gestion d'énergie pour s'assurer que tout le monde a la capacité d'avoir une recharge qui est équitable. Donc, c'est dans ce contexte que RVE
dévoile aujourd'hui, durant le Salon Impulsion, les fruits de 4 ans de travail et d'innovation par plusieurs PME québécoises. Donc, je pense à Dimonoff qui sont dans la salle aujourd'hui, Duprat-Ledoux, à l'École des technologies supérieures, à Hydro-Québec, qui nous ont guidés dans le développement d'un système de surveillance, d'analyse et de contrôle qui est compatible avec l'ensemble des solutions de recharge, qui est certifié. J'entendais Mme Cook juste avant de parler de l'importance des certifications avec UL ou CSA. Bien, RVE, on s'implique depuis 5 ans au niveau des certifications et on a développé le hub qui est certifié maintenant et compatible avec l'ensemble des solutions de recharge ainsi que l'ensemble des bornes de recharge qui sont disponibles sur le marché. Puis ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis des années. Souvent, on avait l'occasion d'en parler ensemble. Et moi, je disais, mais oui, allons-y. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, grâce au hub, on a un calcul de charge à zéro. C'est bien ça, David? Effectivement. Ouais. Donc, concrètement, comment ça se matérialise sur le terrain? On a une étude de cas ici qui est déployée depuis un petit peu plus d'1 an. On a des dizaines de succès comme ça avec ce nouveau produit parce que ça fait quand même un petit peu plus d'1 an que le produit est déployé en phase de pré-commercialisation. Dans un immeuble où il y a 160 unités, on a déjà déployé l'infrastructure pour les 160 unités. Et avec le hub, on a pu conserver la même entrée électrique, donc on n'a pas impacté le calcul de charge. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que Hydro-Québec va pratiquement pas voir d'impact au niveau de sa pointe à l'échelle de l'immeuble. Le facteur d'utilisation de l'immeuble va augmenter parce que nous, on va balancer les charges, mais on a été capable, comme ça, de sauver 500 000 $ à la copropriété en optimisant l'existant plutôt qu'en remplaçant ou en pensant à grossir. Ça frappe l'imaginaire, parce qu'au final, on n'est pas obligé de surdimensionner une entrée électrique, on n'est pas obligé de la changer, on va tout simplement adapter en fournissant une solution qui respecte l'existant, tout en favorisant finalement l'implantation de bornes de recharge pour tous les résidents. Bravo David pour cette nouvelle technologie qui va changer certainement bien des choses. Alors, je crois qu'on peut aussi aller sur la partie facturation. Effectivement, donc, dans d'autres contextes où l'enjeu de facturation est à considérer pour une transparence, une équité en ce qui a trait aux frais de recharge, on a également développé, encore une fois, avec nos partenaires québécois et soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, dans un projet mobilisateur qu'on a débuté en 2021 et qu'on va achever en 2026, le panneau intelligent qui permet d'automatiser la facturation à même les systèmes de gestion des copropriétés, donc sans frais récurrents, peut fournir une facturation qui est certifiée par Mesurage Canada et complètement automatisée. OK, donc là, on tient quelque chose de solide. Maintenant, si on aborde la notion de sécurité, parce que je crois que ça doit certainement intéresser aussi nos auditeurs, de quoi on parle? C'est dans l'air du temps, je crois, dans toute innovation, surtout quand il y a des considérations énergétiques, beaucoup d'électrons qui sont transigés, de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des normes et comment on peut standardiser les applications pour que les différents manufacturiers puissent adopter des grands principes qui font que dans un immeuble, on a une cohérence dans les systèmes déployés. Hier, je parlais avec Guillaume de GCD qui me disait, il rentrait dans un immeuble, multilogement de petite taille, il y avait 4 technologies d'installer dans l'immeuble pour une même tour. Ouais. Là, il faut tout recommencer. Donc, c'est vraiment difficile de standardiser les choses, mais il y a moyen de le faire. Il y a moyen de donner une orientation au marché pour s'assurer que les investissements sont faits de façon raisonnable et surtout sécuritaire. Dans les changements qui sont en cours, il y a la norme CSA 343 sur les systèmes de gestion d'énergie de véhicules électriques, qui norme à laquelle RVE s'implique depuis 4 ans, vient standardiser justement le type de décision et l'emplacement des décisions, donc l'emplacement du cerveau pour prendre les décisions, par exemple, critiques en lien avec la sécurité électrique. Et ça a fait partie vraiment centrale de notre développement pour s'assurer que non seulement le logiciel est certifié, mais le matériel aussi.
à même l'infrastructure locale. Donc, c'est très important que non seulement le matériel, mais aussi le logiciel soit certifié parce que c'est un système. Si on prend l'analogie des ascenseurs, Pascal, embarquerais-tu dans un ascenseur où les décisions critiques sont prises dans le cloud, dans un serveur dont tu ne sais pas où il est situé? Bonne question, David. Je sais que c'est le 1er avril, mais évidemment, je vais quand même ne pas sauter dans celui qui est connecté à un cloud. Je vais plutôt préférer un ascenseur où concrètement c'est sécuritaire. Et on doit faire cette approche-là, évidemment, quand on fait des recommandations technologiques où tout est interne et où on ne risque pas d'être interrompu par effectivement ce qu'on peut savoir du cloud. Tout simplement. Alors non, je n'embarquerai pas dans ton ascenseur qui n'a pas un système de protection de sécurité interne. C'est bon. Et, il y a des décisions qui peuvent être prises dans le cloud pour de l'optimisation, de l'analyse de données. C'est vraiment le volet critique qui est maintenant standardisé avec la norme CSA puis qui vient encadrer la pratique. Bien sûr. Alors là on est amené à rêver parce qu'on partage une vision, on veut vous communiquer notre enthousiasme. C'est sûr que moi, j'imagine des bandes partout. On va être simple. J'en vois dans tous les multilogements. Pourquoi? On l'a dit au début, la première recharge est où? À la maison. Donc, ça prend effectivement des systèmes de recharge qui puissent supporter tout cela. Alors après, il faut parler normes. Donc, de quelles sont les normes en vigueur aujourd'hui? Comment on peut aborder ce sujet de façon simple, efficace auprès des utilisateurs de conducteurs de véhicules électriques? Et je ferai un petit point aussi sur la stratégie de la recharge du Québec qui nous donne vraiment une orientation très claire. On a, je crois, un plan de match qui est le meilleur en Amérique du Nord en ce qui a trait à comment on peut déployer de la recharge pour augmenter le taux d'adoption des véhicules électriques. Donc, je lève mon chapeau au gouvernement là-dessus. Ils ont fait un super travail. Ça fait déjà 20 mois que la stratégie de la recharge est déployée. Donc, il reste 68 mois avant 2030. Alors, il ne nous reste pas tant de temps que ça pour l'exécuter. Mais je pense qu'on peut y arriver si on augmente l'inertie de ce beau projet de société. Oui. Il faut un plan courageux et qui se concrétise par des actions sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Absolument. Donc, si on se projette un petit peu à l'horizon 2030, notre vision, ce serait premièrement la facilité pour le consommateur de recharger son véhicule à domicile, qu'il soit en unifamilial ou en multilogement. Ce serait d'avoir un nombre significatif de bornes sur rue qui permettent aux orphelins de garage d'être considérés dans l'équation, de pouvoir se brancher quotidiennement, même lors des tempêtes de neige, même lorsque la météo est moins clémente, d'avoir une accessibilité de la recharge qui permet aux gens d'avoir confiance, qui peuvent acheter des véhicules avec des plus petites batteries, par exemple, pour complètement répondre à leurs besoins de recharge. Et bien sûr, un coût de l'électricité abordable, donc de manière à garder l'énergie attrayante et aussi garder les fonds de l'énergie au Québec. OK. Bon, alors à ce stade-là, de quoi a-t-on besoin pour y arriver? Parce que ça, c'est essentiel pour expliquer c'est quoi les étapes. C'est sûr que ça prend une cohésion, donc ça prend un gouvernement qui nous donne un mandat clair. Ça, on l'a. On a besoin d'Hydro-Québec qui nous aide au niveau des standards, de la certification, de l'orientation en termes de besoins, en tout ce qui touche la gestion d'énergie. Et je pense aussi que les municipalités ont un certain rôle à jouer et d'autres acteurs pour augmenter le niveau d'éducation des concitoyens par rapport aux possibilités de recharge et aux bonnes pratiques de recharge. Donc, je pense qu'on a tous l'exemple du voisin gonflable qui veut la borne de 100 ampères qui recharge le taux en 1 heure. C'est définitivement pas le type de comportement qu'on veut qu'il soit adopté à grande échelle. Donc, des allègements réglementaires? Ce serait bien. Oui, tout à fait. Il me semble que ça fait 10 ans qu'on en parle. Mais je crois que c'est dans la thématique du moment au niveau du gouvernement de s'intéresser aux mesures à coût nul qui peuvent avoir un impact significatif sur l'adoption. Donc, le droit à la prise, le droit à la recharge, c'est un concept qui a été adopté en Ontario, en Colombie-Britannique, où la recharge devient un droit essentiel qui permet de dénouer beaucoup de bloquants au niveau de la recharge.
et de réduire, par exemple, le vote nécessaire dans les assemblées pour faciliter l'adoption des projets d'infrastructure de recharge. Alors, ce qu'on veut stopper dans tout ça, c'est une hémorragie, donc quelque chose qu'on ne veut pas voir finalement. Effectivement, je vois pas aucun cas où une hémorragie est positive pour une société, puis spécifiquement pas dans le marché de l'immobilier. Donc, on est dans un contexte où on a une pénurie d'unités d'habitation. C'est très difficile pour un premier acheteur d'avoir accès à la propriété au Québec, voire même au Canada. Puis le contexte actuel, c'est qu'on bâtit 45 000 unités d'habitation par année qui ne sont pas tenues d'être prêtes à la recharge. Donc, l'électromobiliste moyen est désavantagé sur le marché de l'immobilier. Donc, lorsqu'il vient pour faire le plus gros achat de sa vie, la plus grande décision qu'il va prendre dans son âge adulte, bien sûr. Il ne peut pas juste chercher un condo, il faut qu'il cherche un condo qui a la possibilité de recharge. Donc, l'offre est considérablement. Et ça va être un point de plus en plus. Aujourd'hui, la plupart des gens vont regarder où est-ce qu'il y a une borne de recharge, où est-ce que c'est facile, que ce soit pour un locataire ou pour un copropriétaire, on se doit absolument d'avoir une réponse concrète sur cet aspect-là. Donc, on veut stopper cette hémorragie. C'est névralgique. Si on regarde un petit peu en arrière, en 2018, le gouvernement avait l'opportunité d'arrêter l'hémorragie. Donc, il y avait une proposition de règlement pour inclure au niveau des nouveaux immeubles les infrastructures de recharge. Et ça a été enlevé à la toute dernière minute. Eh oui. Ouais. Le coût moyen de mettre à niveau un immeuble existant au niveau de la recharge, c'est 3 fois plus élevé. Donc, on est venu augmenter le coût de propriété avec cette décision-là parce que ça coûte beaucoup plus cher une fois que l'immeuble est conçu de déployer des infrastructures de recharge et c'est immensément plus complexe de déployer de la gestion d'énergie. Donc, on a vraiment l'opportunité de revirer la situation et de prévoir nos immeubles dès la conception à la recharge. Merveilleux. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est retenir ce sourire que nous voyons sur cette slide, une personne heureuse, capable de pouvoir se recharger, quel que soit le contexte, qu'il s'agisse d'un locataire ou d'un copropriétaire. C'est bien ça, David ? Je pense que c'est pas trop demandé. Bon, alors écoutez, je crois qu'on a une formidable opportunité tous de transformer la façon dont nous allons adopter la mobilité électrique. Alors, je vous propose ensemble de faire de ce rêve une merveilleuse réalité. Merci à tous de nous avoir écoutés. Pour ceux et celles qui sont intéressés de venir nous rencontrer, nous sommes au kiosque numéro 27. Merci. Merci beaucoup.